Mon intervention s'intitule « Sauver l'ennemi, recherche pour une définition polémologique d'un concept indéterminé ». En réalité, plus qu'une définition, ou en tout cas ça fait partie de la définition, on va plutôt essayer de faire une réévaluation. Parce que l'ennemi reste un concept, c'est l'objet de ce colloque aujourd'hui, reste un concept finalement assez large, hein, au contour indéterminé. Alors, on va commencer par une citation de Julien Freund, mon maître. Polémologiquement, la paix n'exclut pas l'ennemi, mais au contraire, l'inclut. Ou alors, elle n'est qu'une parodie, car la non-reconnaissance de l'ennemi signifie inévitablement le recours à la violence sous la forme de la guerre ou de la dictature despotique. Fin de citation. Sur les pas donc, de Julien Freund, nous tenterons donc d'approcher l'ennemi pour le sauver. Alors qu'est-ce que ça veut dire le sauver? C'est pas le réhabiliter, hein. C'est-à-dire étymologiquement le faire accepter. Le faire accepter à la fois comme mot et comme concept, surtout comme concept, pour rendre compte de son caractère incontournable, c'est-à-dire à la fois qu'on ne peut éviter, un obstacle que nous sommes obligés d'affronter, mais aussi dont on peine à dessiner, comme je le disais, les contours. Alors, le cadre de cette recherche, c'est la polémologie. La polémologie, qu'est-ce que c'est? En deux mots, ce n'est pas le thème du colloque, hein, mais je suis obligé, malgré tout, pour la bonne compréhension des choses, de définir. La polémologie, c'est la science de la guerre. Élargie chez Freud à la science des conflits, mais des conflits abordés sous l'angle politique. Voilà pour ce qui est du cadre. Alors, malgré tout, ce complément freudien, si je puis dire, à l'approche de Gaston Boutoul, hein, qui est le fondateur de la polémologie, y compris du terme d'ailleurs, cette approche freudienne est malgré tout importante puisque nous observons depuis de nombreuses décennies eh bien, que finalement la figure de l'ennemi a débordé le cadre du seul champ de bataille pour investir eh bien, celui du champ civil, notamment par la figure qui nous occupera tout à l'heure, celle du terroriste. Alors, l'ennemi, en première approche, c'est celui qui est animé d'une intention hostile, laquelle est caractéristique de l'état polémique. L'ennemi, comme disait Clausewitz, c'est celui qui se présente en armes, animé du dessein de tuer, non pas exclusivement, mais dans le but d'imposer sa volonté à l'adversaire. L'antagonisme tend donc au duel, hein, au sens du couple ami-ennemi, mis en évidence par Carl Schmitt. Vous avez tous bien compris qu'évidemment Carl Schmitt, hein, sera la figure tutélaire de ce colloque. Alors, Schmitt insiste sur le sens que revêt le vocable « ennemi » en recourant au latin. L'hostis, comme ennemi public, l'inimicus, comme adversaire privé. Mais il recourt aussi au grec, le polémios, hein, et l'ektros. Précisant donc que l'ennemi, au sens politique du terme, n'implique pas une haine personnelle, hein, celle-ci devant être évacuée dans la sphère privée. L'enjeu était pour le juriste, ce qui a été très justement rappelé par David Cumin, c'était de déterminer l'autonomie du politique, hein, par rapport à la sphère privée. Mais néanmoins, et c'est ce qui va m'intéresser au premier chef, c'est ce qui va nous intéresser, c'est le but de cette communication, l'autonomie du politique m'intéresse moins dans la mesure où Schmitt met en évidence l'irréductible relation de l'ennemi avec l'ami, de l'ami avec l'ennemi. Le juriste allemand, à notre sens, et Freud à sa suite, a fixé le cadre conceptuel de l'ennemi comme indissociable de l'ami, posant ainsi ces deux entités comme des alter ego. Hein, insécable dualité, évidence quasi-tautologique, hein, dont on semble aujourd'hui avoir perdu le sens. Alors,
il faut remonter à Rousseau, à Vatel notamment, pour avoir déjà pressenti, d'accord, cette relation insécable de l'ami et de l'ennemi, cette indissociable relation de l'ami et de l'ennemi comme constitutif finalement de leur nature respective profonde. C'est pourquoi il convient de réévaluer l'ennemi, non pas pour lui-même, mais en tant qu'élément central de la guerre et de la paix. Guerre et paix, finalement, sont les deux faces d'une même médaille qui s'appelle l'ennemi, mais dans le même temps, amis et ennemis sont les deux faces d'une seule et même médaille qui s'appelle le conflit. C'est pourquoi nous allons aborder l'ennemi sous deux aspects. Premier aspect, celui d'une translation, d'une commutation, d'un passage finalement de l'un à l'autre, qu'on appelle aussi catalactique, d'accord, de façon précisément à restituer un petit peu l'ambivalence, d'accord, de cette relation ami-ennemi. C'est ce qui nous occupera dans un second temps. Le sujet ne sera pas pour autant épuisé, puisqu'il nous manquera quand même le dernier chaînon, pour reprendre l'expression de Pete Tomissen, grand ami de Carl Schmitt. Ce dernier chaînon, qui s'appelle le terroriste, que Carl Schmitt décèlera dans le partisan, d'accord, notamment en étudiant les guérillas pendant les guerres napoléoniennes en Espagne, entre 1808 et 1813. Et la figure du terroriste va accompagner le processus qui allait aboutir, de proche en proche, au lendemain, notamment du Second conflit mondial, eh bien, à la délégitimation du type classique de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle on abordera dans un second temps, finalement, le terroriste comme figure, finalement, de l'ennemi absolu. Alors, dans un premier temps, l'ennemi comme ce que j'appelle, moi, le autre catalactique. Alors, c'est un mot un peu bizarre, un peu savant. Ce mot de catalactique est emprunté à l'économie libérale. J'aime bien les paradoxes, et c'est pas le moindre des paradoxes, finalement, que de parler de catalaxie, d'accord, chez l'ennemi schmittien. Alors, cette catalaxie, en substance, chez Hayek, un de ses principaux inventeurs, eh bien, c'est un marché. C'est un marché où les échanges et intérêts individuels, finalement, s'ajustent mutuellement, sous l'empire de la règle de droit, qui doit être évidemment la plus neutre, axiologiquement parlant. Bon. Mais surtout, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça que nous allons utiliser cette catalactique pour la sortir de l'économie et l'appliquer à la polémologie, c'est que précisément dans la catalactique, il y a cette idée de faire d'un ennemi un ami. De faire d'un ennemi un ami. Et ce passage de l'ennemi à l'ami, ce niche réside dans la racine grecque de catalactique, catalène ou catalacène, qui précisément, et on retrouve là aussi cette signification chez saint Paul, d'accord, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, lorsque saint Paul invoque la catalatène, il invoque la réconciliation, en vertu de la catalaguée, ou ministère de la réconciliation confié par Dieu. Le préfixe kata indique bien la plénitude et le caractère décisif de cette mutation réconciliatrice. La réconciliation comme moment décisif, parce qu'au même titre que la guerre, épreuve décisive par excellence, dira Schmitt, eh bien, ces deux situations, d'accord, révèlent authentiquement le fond des choses. L'ennemi n'est pas voué à demeurer tout le temps, éternellement, d'accord, dans cet état. Parce que si l'ennemi peut nuire aux relations économiques, a fortiori, il peut nuire aux relations politiques, et notamment celles qui ont trait à la haute politique. Parce que le concept d'ennemi tire sa signification objective, dit Schmitt, du fait de provoquer la mort physique de l'homme, eh bien, il est tout aussi décisif, tout aussi important que le concept d'ami, qui est son pendant naturel,
tire sa signification objective de sa relation permanente, non moins véridique, finalement, à soustraire ce même homme à la mort physique. Donc les deux sont véritablement indissociables, l'ennemi ne pouvant faire l'objet d'un ressentiment illimité. Alors évidemment, mais le temps me manque, je renvoie d'ailleurs à ma communication, à ma version écrite de cette communication. L'étymologie indo-européenne renseigne aussi, conforte, si je puis dire, cette catalectique de la nuit. Passons au deuxième point, il me reste 4 minutes. Je m'en voudrais de ne pas être complet sur cette recherche polémologique. Le terrorisme comme ennemi figural d'exception. Alors, aux premières lignes de son manuel consacré au terrorisme, David Cumin ne croit pas si bien dire lorsqu'il dit, je le cite, que le terrorisme, c'est une mise en forme de violence politique, donc une forme de mise en œuvre d'hostilité. Le terroriste, effectivement, c'est une forme, cette gestalt, si bien décrite par Ernst Jünger dans Type, nom, figure, publié en 1963. La figure, qu'est-ce que c'est que la figure? La gestalt. La figure, elle informe. Elle donne une forme, elle s'inscrit dans une certaine permanence, dans une relative éternité, tandis que le type paraît beaucoup plus contingent. Finalement, le type est tributaire de la figure. Appliqué à notre propos, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ennemi serait ce type, là où le terroriste relèverait de la figure. La figure du terroriste, ou Terroristengestalt, si l'on veut continuer finalement dans cette trame jungerienne, eh bien, emprunte une multiplicité de traits typiques de l'ennemi en temps de guerre, sans s'y ramener pour autant, car comme disait Jünger, dans la figure repose le tout qui englobe plus que la somme de ses parties. Le terroriste est le type même de l'ennemi absolu, celui qui le contient et le définit exhaustivement, pleinement, je dirais, totalement. Dans le passage catalactique de l'ennemi à l'ennemi, le terroriste fait figure de concept obstacle, celui qui empêche précisément toute transfiguration, toute possibilité de conversion, celui-même qui sabote toute tentative de réconciliation. La caractéristique première du terroriste réside dans l'incandescence de son action propitiatoire. Le terroriste, c'est le sacrifice, jusqu'à sa vie. D'ailleurs, le terroriste opère en lui-même une transvaluation de la vie. Sa vie ne vaut rien, puisqu'elle va se résoudre dans la mort, une mort glorieuse, mais évidemment, ça le rend d'autant plus dangereux que autrui, la vie d'autrui, représente moins que la sienne encore. D'où, évidemment, cette figure du terroriste comme l'ennemi absolu. Alors, évidemment, cette figure de l'ennemi, du terroriste comme ennemi absolu, là aussi, me semble, si vous voulez, participer de cette recherche polémologique. Alors, pour ne pas conclure sur ce sujet, sur lequel je renvoie à ma communication écrite, je dirais que l'ennemi s'apparente à un véritable ruban de Mobius. Vous connaissez cette bande biface, un véritable ruban de Mobius de la polémologie. L'ennemi est un autre soi, dans un autre que l'on repousse d'autant. Et pourquoi le repousse-t-on finalement? On le repousse parce que l'on connaît finalement ses propres turpitudes. C'est le miroir spéculaire de soi-même, l'ennemi. Donc finalement, on l'amène précisément, nous sommes amenés à le repousser d'instinct. Pour autant, il faut sauver l'ennemi, puisque en sauvant l'ennemi, on ne cherche pas à sauvegarder la guerre ou la paix pour elle-même, mais à se connaître soi-même au sens de cette tension dialectique qu'elles entretiennent de manière permanente. Toute polémologie de l'ennemi est d'abord une anthropologie. Je vous remercie.